théorie de la dague et du poignard au 15e, 16e siècle. Il y a 4 contextes différents à définir. Le premier, c'est le contexte que vous connaissez peut-être, c'est celui de vos sparring, de vos assauts, si vous avez déjà fait des assauts à la dague. Ça donne des choses sympas, ça donne des choses parfois un petit peu étranges, d'accord, mais bon, c'est toujours positif. La réalité de la rue, puisque vous avez des sources pour la période médiévale, on peut savoir comment était utilisée une dague ou un poignard au 15e ou 16e siècle, il y a des sources. La réalité dans les salles d'armes, puisque la dague est une arme qui peut être utilisée durant les fêtes Schulen ou les passages en défense dans les territoires français, flamands ou allemands, on utilise la dague en assaut. Et enfin, la théorie des livres de combat. On a un livre, dedans il y a des techniques de dague. Alors quel est le rapport avec la réalité? Donc, quand on étudie les sources techniques, on se rend compte qu'il n'y a pas un maître de la dague en particulier. Hein, il n'y a pas tel maître qui est spécialisé dans la dague, à part des noms comme Martin Rundfeld ou Andrea Licknitzer, qui montrent un petit panel de techniques. Il n'y a pas un maître qui est défini comme un spécialiste de la dague pour la période 15e, 16e siècle. C'est une arme qu'on retrouve dans énormément de manuscrits et de livres de combat. Et c'est une arme qui va faire appel à des techniques, un panel technique assez redondant. On va retrouver les mêmes techniques à travers les livres de combat. Ça c'est pour la question théorique. Quand on étudie les sources judiciaires, donc, qui était une spécialité, à travers 1000 documents, 1000 sources mentionnant un homicide ou un crime avec une arme, où on a un résultat qu'on peut mesurer, on voit que 30% des coups qui sont donnés avec une dague ou un poignard atteignent la tête. 30%. 30% quand on donnait un coup au Moyen-Âge avec une dague ou un poignard, ça atteint la tête. 26% le haut du corps. On est fini par le haut du corps, épaules et poitrine. Donc 56% des coups, ils arrivent ici. Et seulement 8% atteignent le ventre. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous regardez des vidéos d'agression au couteau sur internet et que vous vous intéressez au combat de prison en Amérique du Sud, il y a des traités sur le combat de prison en Amérique du Sud, on va vous dire oui, les mecs sont en tenue épée, on va définir ça comme une tenue épée, ceci comme une tenue pique à glace. Donc on va vous dire qu'aujourd'hui, et ce qui est vrai, quand on regarde les vidéos en fait, ils sont avec une arme comme ça et ils viennent sur le dos. Donc ils viennent avant tout sur les cibles basses. Ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, quand vous voulez faire un assaut libre, vous vous rendez compte qu'en fait ça marche très bien cette histoire de pomper, d'accord, et de venir comme ça, venir trucider votre adversaire. Oui. Sauf que quand on lit les sources judiciaires, on se rend compte que la position de base et la position qui peut être mentionnée ou illustrée dans d'autres documents, elle est comme ça. C'est le pic à glace. Donc, est-ce que c'est une convention à l'époque? Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire comme ça? Ça reste à définir, d'accord? Mais la position de base, elle est comme ça. Donc, entre le petit couteau que vous avez et la dague que vous portez au quotidien au 14e, 15e, 16e siècle, il y a un monde. Et ce monde fait qu'on tient la dague dans cette position. Alors, maintenant, est-ce qu'on tient cette position de dague comme ça pour tuer? Il y a une possibilité, on dirait, est-ce que c'est pour pouvoir plus facilement tuer quelqu'un? Peut-être. Est-ce que cette position-là a plus un pouvoir de perforation plus important afin de traverser, mettons, un vêtement épais? D'accord. C'est une question, sachant que 70%, c'est les statistiques, 70% des blessures qui sont causées par une dague ou un poignard, pour les sources 15e, 16e siècle que j'ai étudiées, sont mortelles. Plusieurs milliers de documents, 70%. C'est-à-dire que si vous recevez un coup de dague, à l'époque, vous avez 70% de mourir. Alors je ne vous dis pas si c'est notre statistique, hein. Si c'est tout de suite, je meurs, je tombe, d'accord, ou si c'est 2 semaines ou 3 semaines après, parce que l'infection n'est pas antibiotique. Et si vous recevez un coup de dague, vous avez quand même 70% de chance de mourir. C'est une des armes les plus mortelles dans ces statistiques-là, après les traits
et les flèches que vous pouvez recevoir avec une arbalète ou un arc, d'accord? Eux, c'est différent parce que l'arc et l'arbalète ratent très souvent sa cible, mais quand ça touche la cible, ça marche très bien. Et après, ce sont les armes contendantes. Pour ce qui est masse d'armes et massuelette, quand vous recevez un coup souvent dans la tête, vous avez encore moins de chances d'y échapper. Donc c'est-à-dire que la dague est plus mortelle, on va dire, que l'épée, le maisseur, la lance ou d'autres armes que j'ai oubliées. Alors, il y a en réalité une importance de donner des coups qui sont puissants. Vous ne pouvez pas, si vous voulez mettre hors de combat votre adversaire, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas seulement toucher, puisque ce n'est pas une dague plasma, d'accord, hein, c'est une dague avec une lame, c'est pratique, hein, la dague de plasma, afin de perforer, donc passer peut-être à travers les vêtements. Cette notion de coup armé, elle est précisée dans l'auteur que j'aime particulièrement, hein, Paul Hector Mayer, va dire dans ses débuts de texte par rapport à la dague que les coups doivent être armés. Pour lui, c'est la notion de frapper avec le coude, voilà, en levant le coude. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas frapper seulement comme ça, voilà, vous allez avoir une notion de coup armé. Alors, pour nous, on va pouvoir définir la notion de coup armé avec la main qui passe derrière le point du coude. C'est-à-dire que vous avez votre coude, vous mettez un point ici à l'intérieur de votre coude, d'accord? Et votre main doit passer derrière ce point, dans cette position-là. Vous avez une notion de coup armé. Pareil, pour les coups qui vont venir par-dessous, vous avez le point de votre main qui va passer derrière le point de votre coude. Ici, cette position-là qu'on retrouve dans différentes. On va aussi rajouter le fait de frapper avec tout son corps, comme dit tous les auteurs allemands et comme l'auteur Mayer, c'est-à-dire que là, je frappe avec mon bras, d'accord, mais on va voir que c'est pas forcément évident, donc je vais avancer, et je vais frapper avec mon corps. J'avance une jambe. À la limite, considérez que sur une rotation de hanche, on en voit, d'accord, mais pour l'instant, on va simplifier le fait que je vais avancer toujours une jambe. Donc, quel est le coup que je n'ai pas envie de recevoir? C'est pas celui-là, c'est celui qui est armé et qui est donné avec tout le bras, tout le corps et la jambe tout entière. Alors, il y a des coups qui sont donnés comme ça, d'accord, pas de problème, qu'on appelle les Freistiche, hein, ils sont considérés, ils existent. Les livres de combat nous en parlent, hein, des coups libres. Des coups qui ne sont pas conventionnés. À quoi ça sert de donner des coups comme ça? Bah, peut-être qu'un pouvoir de perforation, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une importance par rapport au jeu des gardes et à la visibilité. Si vous voulez commencer à faire des feintes, si vous envoyez, vous avez quelqu'un qui va se protéger. C'est très bien. Si maintenant vous bimez d'avoir attaqué à une position, d'accord, vous allez obtenir une communication, une réaction de la part de l'autre et vous allez pouvoir le feinter. Pourquoi c'est très important? Puisque la dague que je vous présente, là, c'est pas de la dague, entre guillemets, self-défense, même si elle est mentionnée dans les sources. C'est pas quelqu'un qui est armé d'une dague qui attaque quelqu'un qui n'a pas de dague, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, c'est très compliqué. C'est, j'ai une dague, mon adversaire a une dague. Pourquoi c'est très important? Puisque, finalement, les sources judiciaires le montrent, l'importance, c'est pas de toucher le premier, c'est de toucher efficacement l'autre sans se faire toucher. La mission est là plein. Il y a une embrouille, ils sortent tous les deux, il y en a un qui sort une dague, il essaye de planter l'autre. L'autre dit « Ah, je me suis senti touché, je pensais que j'allais mourir. » Il sort sa dague et hop, il lui donne un coup au ventre. Moralité, le premier, la victime, entre guillemets, enfin la victime, celui qui s'est fait attaquer, d'accord, il a reçu un coup, il n'en est pas mort, hein, 2 jours après, il continue à picoler à la taverne, d'accord. Par contre, celui qui a reçu un coup au ventre, se chope une péritonite, 15 jours après, mort dans ses vomissements et tout ce qui sort de son corps, d'accord. Donc, l'importance, c'est éventuellement la cible du corps que vous visez, hein, mais c'est surtout la nature du coup. L'important, c'est de donner un bon coup à votre adversaire et surtout ne pas en recevoir.
Et c'est très rare les combats à la dague où les deux sont armés et les deux en sortent sans aucune, enfin un en sort sans aucune égratignure. On devrait voir un petit peu dans sa défense la technique de la mort kick, etc. Donc ce que je propose dans cet atelier, c'est ça. Là on a vu un petit peu comment marchait la réalité, que les sources judiciaires disent. On va voir différentes étapes. D'abord, on va commencer par des gestes plus ou moins techniques pour apprendre à cette notion de coup armé et de déplacement. Après, on fera pas mal de petits assauts. Donc, moi, j'ai mis déjà ma veste, hein, mais bon, je l'ai pas vu. Alors, on va faire pas mal de petits assauts où on va se mettre des protections et puis on va s'envoyer gentiment des dagues, des coups de dague et des coups de poignard armés. Et après, on verra un petit peu quelles sont les problématiques, d'accord, et comment aujourd'hui et comment à l'époque, d'accord, ils ont réussi à surmonter le problème de la violence. Hein, la violence de l'utilisation de cette arme. Donc, on va déjà voir différentes positions de garde qu'on retrouve, sachant que les gardes, c'est toujours la manière de baliser l'espace. Hein. Les gardes, c'est ce qui sépare chaque frappe. Donc, on va faire ça à l'allemande. Position assez basse d'appui, jambe gauche devant. La main gauche, on va la garder en bas quand on a la dague en haut, et en haut quand on a la dague en bois. Ici, on va venir sur des positions ici. Donc, en pique à glace, qu'on appelle foam tag. D'accord ? Je vais marcher, d'accord ? Je frappe, et je reviens dans une position ici, médiane, qu'on appelle le middle. La dague toujours tournée vers mon adversaire. D'accord ? Donc, je reviens ici en foam tag, d'accord ? Et là, je passe en middle hook. Je suis ici. De la même manière, je peux avancer ma jambe gauche et donner un coup qui vient vers le bas dans cette lignée-là. Et je remonte en foam tag. Donc on va calquer, ça se calque exactement sur l'épée. Je frappe. Et j'avance ma jambe gauche. Et je reviens. Là. Je passe bien d'une garde à une autre en donnant un coup. Hop. Maintenant, je vais pouvoir frapper en marchant un coup du haut, donc on appelle ça un Oberstich. Ici, je vais armer ici sur mon oreille gauche, au-dessus de mon oreille gauche. Là. Et là, je vais pouvoir avancer ma jambe gauche pour faire ce qu'on appelle un Zwerstich, un coup, un estoc de travers. Et je reviens de mon côté. Donc je peux faire ça en me déplaçant. Vers l'avant, sur place, ou vers l'arrière. Donc, foam tag, garde du jour. La garde ici pour le Zwerch. Donc foam tag en haut à droite, Zwerch sur le côté, et ici Mittel sur mon flanc. J'ai fait mes 4 ouvertures. J'ai une ouverture ici, une ouverture là, une ouverture ici. Et je vais fermer cette ouverture-là. Pour fermer l'ouverture que j'ai en bas à droite, je vais être obligé de tenir ma dague en tenue épée. Ici. Donc je vais prendre une position triangulaire, comme si j'étais sur 2 rails, les pointes de pied vers la même direction, d'accord ? Donc 2 beaux rails devant moi, pas comme ça, ici. Et là, je vais pouvoir donner des estocs. Comment je vais faire donner des stocks ? Eh bien, je vais pouvoir avancer vers la droite. Sans faire une fente énorme, d'accord ? Et surtout, faire une marche avec ma jambe gauche. Je suis là. Là. Donc je lance ma jambe gauche et je lance mon coup. Qu'est-ce que fait ma main gauche durant ce cas-là ? Elle sert toujours à se protéger ici. Je suis là, je fais un barrage avec ma main gauche, je reviens ici.
Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer aux 4 ouvertures de mon adversaire à partir de ces plusieurs gardes. Je vais d'abord partir ici, donc garde from tag en haut à droite. Je frappe, je suis ici sur les stocks latérales. Je remonte en vertige, je frappe. Over, middle kick, over kick, vertige, over kick, halte. Je reviens exactement dans la même position. Je vais un petit peu vite, d'accord? Et pour moi, c'est simplement, par analogie, exactement la même chose que par rapport à l'épée à 2 mains allemande. C'est le même mouvement, ce qu'on appelle la marche circulaire. Je marche et je reviens me positionner, d'accord, avec ma jambe. Je suis toujours dans une position stable, très très important. La dague, dans les livres de combat, c'est bien la transition entre les activités avec une épée et la lutte. Les gens sont très contents de la dague, d'accord? Ça permet de faire une lutte armée qui est très formatrice. Maintenant, je vais partir pieds joints, d'accord? Je vais poser ici en position comme tag. Si cette position pieds joints vous paraît bizarre, pourtant elle existe, on appelle ça une overvague, une balance haute, d'accord? Parce que vague c'est la balance, overvague. Et donc je vais pouvoir attaquer en espoir. Alors, okay. Donc je vais me retourner. Moi j'utilise souvent le carré de Joachim Meyer. Si vous voyez avec les chiffres, les numérotations, l'espèce de croix ici avec les. Voilà. Donc c'est un enchaînement. Moi je le travaille comme ça en solitaire ou avec les élèves. Donc je me tourne et vous allez suivre par rapport au mouvement. Alors, je suis ici en front tag, petite fente à droite, ici. Je reviens, et stock latéral, d'accord? Et là je vais reculer ma jambe gauche, middle stitch. Je reviens, je vais prendre ma position de dague comme ça ici, d'accord? Et je vais stocker. Je reprends ma dague, je pars pour du vertige et je stoppe. Donc là c'est une première rotation. Je vais un peu plus vite. Je suis ici, pieds joints, overstitch, middle stitch, unterstitch, vertige. Okay. Première série. Et là, je vais enchaîner 4 séries de 4 attaques différentes. Le but, c'est simplement de se familiariser avec les coups. Hein. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en combat, hein. C'est simplement pour se familiariser avec les différentes techniques. Toujours avec notion de coups qui sont armés. Donc, on enchaîne les 4 séries. Overstitch, middle stitch, unterstitch, vertige, unterstitch, vertige, overstitch, middle stitch, vertige, unterstitch, middle stitch, overstitch, middle stitch, overstitch, vertige, unterstitch, middle stitch, overstitch, vertige, unterstitch. Là, c'est concernant par rapport à l'échauffement. Maintenant, il faut délimiter et définir quelles sont les cibles. Est-ce que, mettons, j'ai le droit ou un intérêt de venir frapper avec ma dague la pointe ou l'orteil de mon adversaire? Est-ce qu'une source mentionne le fait de venir estoquer le pied de mon adversaire? Non. Les cibles, elles sont principales. Les cibles principales, c'est les 4 cibles. L'ouverture ici, hein, l'ouverture qu'on appelle du dedans aujourd'hui, l'ouverture du dehors, l'ouverture du dessus, l'ouverture du dessous. Vous avez 4 ouvertures sur le corps humain, c'est toujours la même chose. Vous pouvez frapper, donc si on devait mettre en place une convention, on se rendrait compte qu'on ne va pas attaquer la main qui est armée, la dague
d'accord? La main qui tient la dague, on ne l'attaque pas. Pourtant, si vous êtes dans la rue et que vous avez une arme coupante et qu'on vous attaque, peut-être que c'est la cible principale. Il y a d'autres sports de combat ou d'autres arts martiaux au couteau, c'est la main la cible principale. Là, pas du tout. On ne va pas attaquer en dessous de la ceinture. Donc, enfin, on ne va pas attaquer en dessous de la ceinture, on va pas attaquer en dessous de la ceinture, on ne va pas attaquer en dessous des genoux, parce que vous allez avoir des Unterstiche qui vont venir éventuellement à l'aine, au pubis. Donc, on sait de quelle manière on doit frapper, avec des coups qui sont armés, d'accord? Et on sait quelle cible je peux atteindre, à savoir tout le corps, en supprimant les mains jusqu'au poignet et en dessous des genoux. Mon arme, elle sert à ça, à venir estoquer comme ça. Alors, à chaque attaque, les livres de combat sont pleins d'exemples de contre. Donc je vais vous demander de choisir un partenaire. Ok, tiens, viens avec moi s'il te plaît. On va pouvoir définir plusieurs contres qui permettent de contrer les différentes attaques en fonction de leur angle. Vous pouvez parer de différentes manières un Oberstiche. Les paramètres ont changé. Le but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous embrouiller avec des techniques qui sont diverses et variées avec différents paramètres. Ceux qui connaissent de techniques peuvent les utiliser, aucun problème. Je vous montre simplement une technique pour chaque attaque d'ouverture. La première, c'est sur l'Oberstiche. Donc quand il va venir m'attaquer sur un Oberstiche, ici, il vient entre mon oreille ou le côté gauche de mon visage au niveau de l'épaule. On voit souvent dans les livres de combat des positions comme ça. Ici, là. Alors, ça, il faudra voir, il n'y a pas de problème. Il y a encore 10 ans, certains faisaient ça, il y a eu des pouces retournés. Il y a des gens comme moi qui faisaient ça, qui ont eu une deuxième luxation à l'épaule gauche, d'accord, puisque vous n'avez pas nécessairement la possibilité de vous défendre correctement, même en faisant le mouvement de sortir de la ligne, face à un espoir qui vous arrive à toute vitesse. Normalement, il s'avère que la parade ne se fait pas avec le poignet ou la tranche de la main, le poignet qui est plein de petits os comme le pisiforme, etc., qui casse très facilement. Mais on va essayer de venir à l'origine du coup, avec son avant-bras, sur l'avant-bras de l'autre, à hauteur du coude. C'est-à-dire que quand mon adversaire m'attaque, je viens ici. À partir de ce moment-là, je peux venir là. Alors là, le problème, vous allez dire, oui, mais avec le gant et la protection d'avant-bras, j'ai énormément du mal à saisir. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est un problème de matériel. Mais sur un Oberstiche, je viens là. Je viens bien comme si je voulais mettre mon coude, quasiment, à hauteur du pli de son coude. À partir de ce moment-là, je peux venir ici saisir, d'accord? Je peux venir aussi rentrer ici pour essayer de m'approcher plus. Encore une fois, certains vont dire oui, mais la dague ici elle traîne, la dague elle traîne et elle peut me toucher. Oui, mais le problème c'est que comme c'est pas une dague plasma, c'est pas grave qu'elle vous touche en fait. Vous avez des vêtements épais, si vous arrivez à lui prendre le bras et que juste après, je suis ici, je suis là, et là je lui donne un coup, d'accord? Si je remets ça dans le contexte des armes réelles, moi je vais être blessé au flanc, d'accord? Je vais avoir une entaille au flanc, et lui il va être trucidé. L'important c'est de trucider l'autre. Donc là, on prend 5 minutes, même pas, 2 minutes, Oberstiche, pour certains c'est ça. Je me décale, j'essaye de venir, je rentre. Ici je vois si je peux faire ça, si je peux faire ça, pas de problème. D'accord? On essaye ça? Si vous avez une autre technique et si vous y connaissez en dague, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas rester sur des appuis comme ça, d'accord? On va venir sur des appuis bas. On va venir s'interposer quand il m'attaque, doucement ralenti. Je viens m'interposer avec mon avant-bras et je forme une espèce d'entonnoir. Si j'envoie mon bras comme ça ici, je lui donne une direction pour venir me plafonner directement, d'accord? Ça c'est que je lui fais une glissière. Mon but c'est de faire un entonnoir. Donc là, c'est pour l'Oberstiche. Il y a aussi des Oberstiche, c'est pour ça que c'est un peu compliqué la dague, c'est un peu au niveau nomenclature, c'est un peu compliqué.
c'est qu'il a des overstitch qui viennent du haut, ici, qui sont verticaux. Comme vous avez des shackles, d'accord, à l'épée à 2 mains. Par rapport à ça, je prends une technique au hasard. Vous allez faire des techniques, allez, on va faire un peu wall again. On va venir croiser, hein, c'est là, on va faire un shield, un bouclier, d'accord. C'est-à-dire que je suis dans une position ici, il va m'attaquer, et là je vais venir à l'origine de son coup, toujours, d'accord. Si je pars trop tard, et ben, en fait, je ne vais pas avoir la force nécessaire. Mon but, c'est comme quand vous travaillez les entailles à l'épée, ou mes sœurs, c'est que, bon, mes sœurs les grands, alors, que je viens là, ici, en dessous, d'accord. Okay. Donc, je viens croiser ici comme ça. Alors, je sais que je crois que c'est mieux pour l'armure ou comme ça. L'important, c'est de vous montrer un petit manuel technique. Donc, on a été overstitch comme ça. Là, c'est un overstitch plus vertical. Ok. On fait ça, d'accord. Donc, si vous voulez, déjà, si vous avez un bon niveau, vous voulez travailler avec votre adversaire, vous pouvez faire un overstitch comme ça ou un overstitch comme ça. C'est quoi la différence? L'overstitch, il sort de la ligne avec votre jambe. L'overstitch qui est vertical, hein, une espèce de fondant, il vient avec une marche frontale, d'accord, qui est plus rare dans les sources mais qui existe aussi. Je vous en prie. Overstitch, les stocks de travers. Les stocks de travers, la meilleure défense, en fait, hein, la position idéale de départ, c'est dans le mouvement de venir ici sur un middle. Quand il va m'attaquer, d'accord, je vais sortir de la ligne, okay, et je vais crocheter son poignet. C'est un des exemples, hein, c'est un des possibilités. Donc quand il vient là, je viens ici, j'utilise, et là, je vais le repousser. Je vais le repousser, mon but c'est de venir les stocker avec un coup qui va être armé. Donc on revient. Ouais, je vais inverser, d'accord. Donc, je vais essayer de venir sur des notions de crochetage, ici, qui va accepter le mouvement, je vais l'accepter, d'accord, pour accepter. Donc là, il se laisse faire, d'accord, parce qu'en assaut, il ne va pas se laisser faire comme ça, d'accord. Donc je viens simplement appuyer, d'accord, pour créer une ouverture, armer et frapper, en me déplaçant. Ok. Donc, je remonte une dernière fois, ici, hop, je viens. D'accord, différents paramètres à prendre en compte. Je vous laisse faire, c'est pour vous montrer une possibilité. On fait ça, venir aime bien partir sur des parades, c'est-à-dire que quand on vient en swerche, on vient venir mettre la main, d'accord. N'hésitez pas à pousser comme ça avec le force de votre dague, okay, au lieu de venir sur des crochetages. De la même manière, sur les middle stitch, d'accord, je vais toujours chercher, quand il va m'attaquer, à me décaler et à venir en opposition. On revient de l'autre côté, d'accord. Alors, vous voyez que j'agis facilement sur les coudes, d'accord. Je viens facilement sur les coudes, sur la base de la force, et pas sur l'extrémité. Donc je suis ici et je viens là. Je vais venir faire une parade avec mon poing, avec mon fort de ma main. Ma distance de sécurité est toujours très proche de mon adversaire. Si je suis là et que je maîtrise son bras armé, je vais pouvoir armer pour frapper à mon tour. Donc, si vous voulez, il y a cet estoc là. Et attaquer comme ça, initialement, je dirais que c'est un petit peu chaud. Maintenant, dernier contre avec la tenue ici, en dague. Bon, bah, comme on a fait le bouclier haut, on va faire le bouclier bas. Quelqu'un qui va m'attaquer comme ça, alors on remarque qu'il va attaquer en avançant sa jambe gauche et en attaquant avec son bras droit. D'accord. Moi, je vais être sur des positions. Si je prends une position dague, épée comme lui, je vais venir faire un bouclier bas, d'accord, pour venir lui casser ici. Et là, vous avez sûrement vu des techniques, hein, je peux passer ici, de venir ou faire des trucs, ok, à la limite. Hein. Si je suis sur des positions, sur une position comme ça, bah, je vais essayer de voir pour venir. S'il est un peu vers l'extérieur, pour essayer de sortir et me sauver, d'accord, ok, c'est assez compliqué. Ou je vais simplement venir, ok, pour venir ici avec mes deux armes, pour venir sur un bouclier bas, on va pouvoir faire croiser en haut, en bas, d'accord. Mais je me défends ici, donc je viens toujours là, pour revenir ici. Encore une fois, c'est un matériel technique complètement différent avec cette tenue-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est vous attaquer votre adversaire, vous attaquez de différentes manières. Ok, je viens interrompre, je viens. Ok, maintenant c'est moi qui t'attaque. Alors, je t'attaque par ici, je viens, hop. On s'échange comme ça, un attaque l'autre, à différents angles. Je viens ici, je viens en bouclier, je vais venir proche du corps. Ça ne sera pas des techniques qui servent nécessairement à briser. On m'a posé la question, est-ce que si je fais ça, je brise le bras? Oui, peut-être. D'accord.
dans l'idéal, dans le livre de combat, on peut amener jusqu'à briser le bras. C'est comme aujourd'hui, si vous faites du MMA et que vous avez un étranglement, vous pouvez tuer l'autre ou lui casser le bras. Non, le but là, c'est seulement de le vaincre. Donc, si vous faites, je ne sais pas moi, il vous attaque ici en vert, je suis là, d'accord? Ici, je peux très bien dire, j'ai une position de domination, je le pousse et je les stocke, mais dans les livres de combat, vous allez voir tout le matériel où je suis ici, je mets ma jambe gauche devant, ça me permet de lui casser le bras, je mets ma jambe droite devant, je peux le tenir ici, je l'amène, imaginons, jusqu'au sol ici, et je suis là, et c'est là où il joue au backgammon, au trick-track, et là, une seule dit, on peut boire, on peut manger, enfin, tout va bien Michel, hein? Tout va bien, très très bien, voilà. Et donc oui, alors vous remarquerez que j'ai sa dague en contact avec mon corps, mais c'est pas une dague plasma, c'est pas grave quoi, d'accord? Et on peut continuer la suite de l'atelier comme ça me dérange pas du tout, d'accord? Ok, donc là on n'est pas dans l'idéal, on est dans l'espèce de placement technique, et on va essayer de venir agir au niveau des coups. Ok, 3-4 minutes, on tourne comme ça, d'accord? On prend le feeling avec son intention, comme on l'entend. On a parlé des coups. Les coups doivent être armés. D'accord? On a parlé des cibles. La main droite, si vous avez droitier qui tient la dague, n'est pas une cible valide. En dessous des genoux, c'est pas valide non plus, même si, si vous avez quelqu'un qui arrive à vous toucher en dessous des genoux sans s'en prendre une en retour, il est très fort. On va prendre deux petites règles très importantes. La règle de la substitution, il a une main droite qui est armée, d'accord? S'il se protège le visage avec sa main armée qui est non valide, d'accord? Ben, ça ne compte pas. Vous ne pouvez pas arrêter votre coup avec ça. Vous pouvez pas arrêter. Il y a aussi la notion de coup qui est poussé. Imaginons qu'il vous fait une défense comme ça, ici, là, et que je suis ici, mon coup est arrêté, et je veux absolument le toucher. D'accord? Absolument le toucher. Ok, il y en a qui veulent faire ça. Ça compte pas. Mon coup, il a été arrêté, j'ai plus aucune puissance. C'est un peu comme dans les films, on fait ah non, ok, on fait autre chose. Ok. Il y a aussi très important par rapport à la convention des joueurs d'épée, la notion de retraite. Donc ça c'est dans un cadre avant tout ludique, hein, mais qui a une réalité martiale. C'est le fait que une fois que vous avez touché votre adversaire avec un coup valide sur une surface valide, vous devez vous éloigner, vous devez essayer de vous éloigner de votre adversaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous devez le faire pour finir l'enchaînement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai frappé mon adversaire, je dois tout faire pour m'éloigner de lui. De pas. On va mettre ça par rapport comme à l'épée. Quand je suis ici, que j'arrive à le toucher avec un coup armé sur une surface valide, je vais tout faire pour m'éloigner de mon adversaire. Si j'arrive à faire ça, je remporte ce qu'on appelle une venue. C'est-à-dire que j'ai donné un coup valide sur une surface valide et je n'ai pas reçu de coup valide durant l'enchaînement. Pour annuler cette venue, la personne qui s'est fait atteindre par un coup valide peut tenter de me donner un coup valide en retour. C'est-à-dire que si je fais ça et que quand je m'en vais, je reçois un coup valide à mon tour, ma venue est annulée. C'est-à-dire que c'est très compliqué de réussir un combat où vous mettez hors de combat l'autre sans vous faire toucher en retour. Pourtant, c'est le but. Donc, on vous montre un petit assaut improvisé avec Michel, sur la dague, comme on le voit, l'engagement, avec des protections. Après, vous mettez vos protections, si vous en avez, etc., pour faire ce type d'assaut, comme si on avait avec le même matériel que l'épée. Ouais. Allez.
l'adversaire là il rentrait, il m'a touché avec un coup valide. C'est le poursuivre pour donner un coup. Donc le but c'est faire ce type d'assaut là. Vous remarquez qu'il y a une certaine forme d'engagement. Que le fait de venir sur la bonne défense, c'est compliqué. Deux règles. La première règle, enfin une seule règle, les feintes, vous les mettez de côté pour l'instant. Parce que vous avez énormément de choses où vous allez venir. Si votre adversaire, vous le mettez toujours dans l'inconnu en faisant j'attaque, il lève son bras et je viens là, d'accord, vous créez des facilités. Donc le but c'est pas de tromper. Et ce que je vous propose, c'est de fonctionner par deux et surtout éventuellement de faire appel à une troisième personne pour vous servir d'arbitre en quelque sorte. Pour vous dire, ah mais là finalement ton coup il n'était pas armé. Tu t'es pas déplacé au niveau des jambes. D'accord? Okay. Donc, allez vous équiper, suivez un coup et pendant 10-15 minutes on tourne sur ce type d'assaut. Vous pouvez, et il y a des mentions, faire tomber l'autre, tomber avec lui et une fois au sol, réussir à donner un coup. Alors pour les déplacements des jambes c'est pas possible, mais un coup qui est armé. D'accord? C'est que tout à l'heure, quand Michel était par terre, on arrive à tenir le bras de l'autre et là vous faites pas clic, 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 on vient donner des coups, d'accord? Donc on précise ça pas mal dans le combat en armure et un petit peu pour le combat à la dague. L'adversaire est par terre et je donne des coups. Vous pouvez aussi réussir, tout à l'heure on avait parlé sur la notion de clé, d'accord? Faire une clé gentillette, d'accord, sans forcer à votre adversaire, le bloquer et le déplacer sur l'air de combat. Vous pourriez très bien imaginer, comme il y a eu d'autres mentions, c'est-à-dire que si vous prenez, vous faites une clé et que vous bloquez l'autre et que vous l'obligez à se déplacer et à le faire sortir du zone de combat, ça existe des fois pour des notions de pas d'armes, vous le faites sortir de la ligne, vous remportez votre assaut. Vous pouvez aussi remporter votre combat comment? Eh bien, en réussissant à désarmer votre adversaire, mais sans saisir son arme à pleine main. D'accord? S'il est avec sa dague, si j'arrive sur des notions de désarmement, okay, si j'arrive, si c'est pour essayer de venir en disant bah, c'est une dague en bois, d'accord, et je tire dessus et je lui arrache des mains, okay, bon, si une dague est aiguisée, même si elle utilise des stocks, c'est qu'il y a une raison. On ne va pas pouvoir saisir la dague. Il n'y a pas de, enfin, à ma connaissance, pour les sources germaniques, il n'y a pas de notion de saisie de dague en bois. Alors qu'ils le font à l'épée, mais ils ne le font pas à la dague. Okay. Donc, même chose, assaut, pas de feinte, toujours pas de feinte, d'accord. On envoie, et puis si vous voulez remporter votre assaut par, donc j'ai dit quoi? J'ai dit faire tomber sans tomber, faire tomber l'autre et réussir à lui donner un coup, ou mimer un coup armé alors qu'il est au sol. Le verrouiller et le faire sortir du terrain ou le désarmer. On prend 5 minutes pour faire ça, toujours un arbitre, d'accord? Oui. Si on arrive à lui donner un coup pendant qu'il essaie de nous faire tomber. Alors, si tu arrives à lui donner un coup pendant qu'il tombe, tu annules son action. Tu remportes pas l'action et tu annules son action. Ouais. Sont encadrés, où vous avez un contrat à accomplir, qui n'est pas facile à réaliser, d'accord, et vous avez des affrontements qui ont une certaine réalité, c'est-à-dire que vous comprenez que vous pouvez, si vous vous jetez et que vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas en sortir indemne, donc il y a un jeu tactique, vous pouvez changer de rythme, vous pouvez changer de gaz, on retrouve exactement ce qu'on peut retrouver à bon sens à l'épée à deux mains ou avec deux armes. On a la même chose, des fois on a de la double touche, mais est-ce que il y en a un qui a donné un coup valide et l'autre, j'en ai vu beaucoup qui simplement un coup réflexe. Ça n'a pas d'importance, c'est pas la même perforation. Alors, tout à l'heure je vous parlais de la réalité du terrain. Un truc qui est très très important, comme vous le savez, c'est que dans les salles d'armes, Cyril pourra en parler aussi, on doit souvent porter un chapeau ou un bonnet, une robe avec une ceinture, une paire de gants, mais on n'a retrouvé aucune mention du 15e, 16e ou 17e siècle qui donnait l'obligation de porter un masque, d'accord, avec une veste 350 newtons.
Alors c'est quoi la problématique? C'est-à-dire qu'on a une réalité sur le terrain dans la rue. On a une théorie livresque des livres de combat. Et on a aussi une pratique dans les salles d'armes et dans les écoles de combat, les Feldschule, qui se fait sans masque, sans protection. Donc, ce que je vous propose, c'est simple. C'est de faire la même chose sans masque. Toujours pas de feinte, d'accord? Toujours pas de feinte, parce que les feintes, on va les mettre de côté. Et la même chose. Notion de coup armé, notion de retraite, afin de rentabiliser. Si vous voulez vous amuser et que vous avez peur pour vos yeux, j'ai des lunettes d'airsoft, ça marche à peu près bien. Okay, donc, évidemment, je vous mets en garde. C'est relativement... ça peut être dangereux, d'accord? C'est pour ça que ce type de compétition disparaît assez tôt dans les sources. Et la dague et à l'élevage de la hallebarde, souvent dans les passages à défense, c'est demandé comme une démonstration pour montrer son matériel technique. Donc là, je dois simplement, pendant 5 minutes, pour faire des assauts, certainement qu'on va être tranquillou, d'accord? Vous essayez de remporter une venue sans vous blesser. On fait ça? Ouais. Allez, bon courage. Autre style de combat qu'on retrouve chez Paul Hector Mayer, qui est l'utilisation de la dague comme une petite épée, des stocks. Jambe droite devant, et vous allez venir combattre comme ça. L'adversaire va faire une demi-fente pour vous attaquer. Encore une fois, il n'a pas le droit de faire un estoc pour venir vous toucher seulement, d'accord? Vous allez pouvoir utiliser votre dague pour venir intercepter, venir les parages. Donc on utilise ça comme une petite épée. Vous voyez, il y a plein de petites différences. Et je viens ici pour venir sur les avant-bras. Ma principale menace, c'est ça. Une fois que j'ai géré ça, je rentre et j'utilise mon arme. Ok? Je vous propose ça. Ok, pour finir. Donc une autre manière de pratiquer, éventuellement en salle, dans un esprit complètement spécifique. Allez! La pratique de la dague en salle d'armes ou en représentation à l'époque, elle est conventionnée. La convention, je ne la connais pas, elle n'est pas écrite. Une convention, c'est un accord tacite, un accord au sein d'un même cercle d'individus. Mais ils veulent utiliser leur arme comme une arme neutralisée. C'est un peu comme vous faites de l'airsoft et que vous faites semblant de faire pam pam boum boum. Quand vous envoyez des billes, vous faites comme si c'était une vraie arme. Vous ne prenez pas votre M16 d'airsoft à deux mains pour l'utiliser intelligemment comme une arme contendante. Vous faites comme si c'était une vraie arme, comme une arme neutralisée, à part lui parce qu'il est bizarre. Mais à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte que la dague, c'est une arme neutralisée qui s'utilise théoriquement comme une vraie arme. Et que les individus ne portent pas de protection importante. Donc ils veulent que ce soit une vraie arme, mais en même temps, quand vous recevez une dague en bois dans la dent, ça fait mal. Et ce n'est pas permis à l'époque. Il y a des accidents dans des compétitions, c'est mentionné. Et au sein d'une salle d'armes, au sein d'un groupe d'amis, si vous blessez quelqu'un, vous devez des amendes, vous payez. C'est interdit de blesser l'autre. Donc, on n'a pas le droit de blesser l'autre. Vous ne pouvez pas envoyer des grosses patates, d'accord? Donc, vous pouvez remplacer ça par la notion de coup armé, passage d'une garde à l'autre. C'est exactement la même chose que la convention des genres d'épée avec les différentes armes. Le but, c'est de faire moins d'accidents, et c'est ce qui permet aussi le développement fort théorique, mais réel, dans d'autres cercles d'application, des clés, des verrouillages, des entrées en lutte, d'accord? Vous avez des choses qui sont complètement impossibles si vous y allez à fond et que vous faites des feintes. Mais si vous arrivez en costume 16e, vous enlevez les protections et vous commencez à faire la dague, vous allez voir que tout le matériel technique et tactique est tout à fait applicable et que vous aurez une vraie pratique de gentleman, de chevalier de l'époque. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis ouvert.